La relation de soins basée sur la confiance mutuelle entre patients et médecins a changé. Le progrès technologique, l'offre de soins, la tendance à la judiciarisation du rapport malade-soignant, le principe de précaution, la peur du risque, sont autant de facteurs qui incitent à la méfiance plutôt qu'à la confiance. Si l'information fait partie du soin, qu'en est-il du consentement ou du secret médical? Pour débattre de ces questions, j'ai invité aujourd'hui Anna Grazia Altavilla. Maître Anna Grazia Altavilla, vous êtes avocate au barreau de Torrente, vous êtes donc juriste spécialisé en droit de la santé et en éthique. Vous enseignez aussi dans diverses universités en Italie. Et donc, c'est plutôt le point de vue, en quelque sorte, du droit que vous allez développer ici à travers comment dire, ce débat. Vous êtes naturellement aussi avocat conseil de l'espace éthique méditerranéen. J'oubliais cette dimension très importante de votre travail. J'ai aussi Pierre Lecause. Pierre Lecause est philosophe. Vous êtes donc professeur agrégé de philosophie, chargé de cours d'éthique médicale au département de sciences humaines de la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes membre du comité national d'éthique et naturellement, vous êtes le directeur de la rédaction de la revue Forum, qui est la revue de l'espace éthique méditerranéen, dans lequel vous êtes forcément très actif. Vous avez participé à de nombreux ouvrages collectifs comme Psychodynamique du cancer chez RF et puis Le médecin et la mort, publié chez Vuibert. Alors, nous avons aussi, de l'autre côté de la table, le professeur Jean-Robert Harlet. Vous êtes chef de service de médecine interne à l'hôpital de la Conception à Marseille. Vous êtes professeur de sémiologie à la faculté de médecine de Marseille et vous êtes responsable d'ailleurs de l'organisation d'enseignement du 3e cycle, si je ne me trompe. Vous êtes membre de l'espace éthique méditerranéen. Vous avez naturellement, comme tous les médecins, publié de nombreux articles et participé à un certain nombre d'ouvrages collectifs, tant sur la médecine interne que sur l'éthique. À côté de vous, Roland Gory. Roland Gory est psychanalyste. Vous êtes aussi professeur de psychopathologie et de psychologie clinique à l'université d'Aix-Marseille 1. Vous êtes membre de nombreuses sociétés savantes, je ne vais pas toutes les citer, puisqu'il y en a toute une liste. Et puis, vous avez publié une bonne dizaine d'ouvrages, dont La preuve par la parole aux presses universitaires de France, La logique des passions chez De Noël. J'ai ici l'exemplaire repris par Flammarion de cet ouvrage, donc La logique des passions. Et puis, le dernier en date, le plus récent, La santé totalitaire, chez De Noël également. La santé totalitaire, donc, qui est en fait en plein dans notre débat d'aujourd'hui, c'est-à-dire la relation de soins. Alors, je voudrais dire que l'espace éthique méditerranéen est partenaire de cette émission, naturellement, et que c'est grâce à lui et au travail des personnes qui en font partie que nous pouvons réunir ce plateau aujourd'hui. Nous allons parler de la relation de soins. Et nous allons, si vous voulez, en parler en différents chapitres. Donc je voudrais peut-être que le premier épisode, en quelque sorte, de cette discussion, qui va être répartie sur l'ensemble de la semaine, traite du patient et de la relation entre le médecin et le malade. Donc, pour commencer, je vous poserai à vous tous une question qui est peut-être banale, mais qui, à mon avis, est vraiment importante. Qu'est-ce qu'un patient? Est-ce que c'est quelqu'un qui souffre, par exemple? Une personne qui choisit un médecin, peut-être certains d'entre vous nous le diront, ou bien une personne qui attend un soin. Pierre Lecause, qu'est-ce qu'un patient? Eh bien, on peut, en première approximation, dire qu'un patient, conformément à l'étymologie du terme, c'est celui qui subit un mal, qui a perdu sa capacité d'initiative, d'action. N'oublions pas que patient s'oppose à agent, c'est-à-dire celui qui produit des événements dans la réalité extérieure. Et donc le patient, c'est celui qui n'arrive plus à être totalement adapté aux modifications de son environnement et qui ressent donc la nécessité d'aller voir un médecin pour retrouver les ressources et cette capacité à faire face aux événements du quotidien. Donc je crois qu'il faut mettre l'accent sur cet aspect affectif, de peine, de souffrance, pour bien distinguer ce qu'est un patient d'un malade, encore qu'il y a une petite subtilité ici, c'est-à-dire que si je me sens malade, je ne ressentirai pas nécessairement le besoin d'aller voir un médecin. Le patient, c'est donc quelqu'un qui veut choisir son médecin. C'est ça. Peut-être Jean-Robert Harlet peut dire un mot là-dessus. Vous êtes médecin, alors on vous choisit, les patients vous choisissent? Les patients en France choisissent leur médecin
pas toujours, il y a des circonstances dans lesquelles ils ne choisissent pas. Le patient, c'est en quelque sorte un consommateur de soins, quelqu'un qui vient, je vais prendre un exemple qui va choquer, mais il vient dans le supermarché du soin et il choisit un rayon. Et le rayon, c'est un médecin. Il vient poser une question, en fait. Il vient dire, voilà ce que j'ai, je suis un patient, et est-ce que j'accède au statut de malade? Est-ce que vous me reconnaissez à travers ce que je vous exprime, l'acquisition d'un statut que l'on appelle malade. Roland, donc pour vous, un consommateur de soins, ça a un sens? Est-ce qu'on est dans ce monde mercantile où on achète du soin? Alors c'est une dérive incontestable de nos sociétés occidentales, mais que l'on peut éviter. Je crois qu'il existe encore effectivement une médecine humaine, relationnelle, qui peut considérer que le patient, c'est celui qui souffre, effectivement, comme l'a dit Pierre, qui subit une expérience de souffrance et qui vient s'adresser à quelqu'un. Je crois que l'appel est aussi quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire, effectivement, il y a une demande, il y a un appel, il y a une adresse à l'autre. Quelqu'un qui appelle au secours, en quelque sorte. Oui, au secours, et qui demande également que soit nommé, et je crois que c'est un point important, les patients attendent souvent, je dirais, les effets d'une nomination, ils attendent qu'on leur dise le nom de ce qui leur fait mal. Et je crois que la manière même dont le médecin répond, le mode de réponse justement du médecin à cet appel du malade est extrêmement important. Bien sûr. Donc, Pierre, le mode de réponse, c'est-à-dire c'est quoi finalement? C'est la réponse, ça suppose qu'il y a écoute, qu'il y a dialogue. Le patient vient en demandant quelque chose. Il est en attente de réponse, vous disiez? Oui, il a un poids, son corps fait poids. Il est vraiment en état de perte de liberté, parce que d'aliénation, au sens où aliénation veut dire être devenu un étranger pour soi-même, et il attend du médecin qu'il le restaure, qu'il lui redonne une image de lui-même et un sentiment d'existence tel qu'il l'éprouvait avant de se rendre chez ce médecin. Anna Grazia Altavilla, on parlait tout à l'heure d'un consommateur de soins, donc ça suppose une relation commerciale. Quelque part, c'est un contrat, cette relation également? Absolument. Au niveau juridique, en voulant simplifier, on peut dire que le patient, c'est une partie d'un véritable contrat. Et ça a été établi depuis 1936. Il y a un arrêt de la Cour de cassation, la fameuse arrêt Mercier, qui établit que la relation des soins est un véritable contrat. Et donc, il y a des obligations et des droits pour chacun des parties. D'une part, les malades, d'autre part, les patients. Donc, les médecins, ils s'obligent à donner des traitements, des soins plus généraux, qui soient attentifs, consciencieux et qui soient conformes aux données acquises de la science. Les patients ont un devoir de collaboration, c'est-à-dire que les patients doivent collaborer pour les médecins afin d'être traités, doivent donc fournir tous les éléments concernant sa propre maladie. Mais l'obligation du médecin est une obligation de moyenne et pas de résultats. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que les médecins, ils ne s'obligent pas, ils ne s'engagent pas à guérir un malade, mais il s'engage à mettre à disposition tous les moyens qu'il a pour essayer de guérir les malades. Ça signifie qu'il ne peut pas obliger les malades, d'une part, et ça signifie qu'il y a une aléa, c'est-à-dire il y a deux éléments imprévisibles sur lesquels il n'y a pas de prise. Jean-Robert Harlay, dans cette relation patient-médecin ou malade-médecin, on va venir peut-être à cette différence tout à l'heure, est-ce qu'il y a une sorte de subordination du patient au médecin? Oui. Il y a nécessairement un déséquilibre dont manifestement il faut apprendre aux médecins qu'il existe, parce que il y a l'obligation pour le patient, celui qui va peut-être devenir ou être malade, la transmission d'un certain nombre d'informations et un véritable déséquilibre qui se crée, qui fait que effectivement l'un se déshabille pour faire comprendre ce qu'il se passe chez lui. Et c'est, je crois, une question fondamentale de l'éthique dans le domaine médical que de parfaitement avoir conscience de ce déséquilibre pour tenter de le rétablir. Enfin, je crois qu'il y a de grands penseurs qui ont discuté de cela.
Je crois que imaginer que cette relation médecin-malade soit initialement et en permanence équilibrée est un leurre complet et que décidément, il est très important qu'un équilibre se rétablisse ensuite et je crois que ce sera l'objet de la discussion, la définition d'un contrat dans lequel les choses se rééquilibrent, d'éléments législatifs, parmi lesquels on a vu apparaître la loi du 4 mars 2002, qui est un élément très important pour que l'équilibre se retrouve. Alors la loi du 4 mars 2002, puisque vous la nommez, Anna Grazia Altavilla, peut-être vous nous donnez 2-3 éléments qui nous font comprendre ce que c'est que cette loi. Oui, c'est la première fois qu'en fait on déclare des droits des patients dans une loi. C'est-à-dire qu'avant on parlait de la charte des patients hospitalisés. Donc c'était des patients, des droits de patients hospitalisés, des patients qui se trouvaient à l'intérieur de l'hôpital. Par contre, c'est la première fois qu'une loi il prévoit et réglemente, on va dire, vraiment des droits des patients en général, des droits des malades. Une loi qui prévoit par contre aussi des responsabilités du malade. Parce que les malades, oui bien sûr, c'est-à-dire que les malades, il est mis au centre de la relation de soins. Donc, il devient un acteur principal, il décide sur sa propre santé, il prend une décision partagée avec les médecins par rapport à sa propre santé. Donc, il y aura encore une fois des droits et des obligations pour toutes les deux parties. On parle de contrat, on parle de cette idée de subordination et en même temps d'essayer d'équilibrer les choses. Est-ce que moralement, c'est vraiment possible d'équilibrer les choses quand on est patient, quand on est médecin? Est-ce que la balance n'est pas toujours penchée dans un sens finalement? Parfois, on a aussi peut-être tendance à oublier que celui qui sait, le médecin, n'est pas nécessairement non plus dans une position confortable. Et on songe en particulier au moment où il faut annoncer de mauvaises nouvelles. Donc lui aussi est parfois dans l'angoisse et dans la peine. Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit par ma collègue de gauche, à savoir que le patient a des devoirs, des responsabilités. Je me demande lesquels. Est-ce qu'il y a un seul devoir stipulé, hormis celui de rétribuer son médecin? Et à ma connaissance, en tout cas, dans le droit français, il n'y a pas de devoir spécifique attribué au patient. Et même la rétribution, me semble-t-il, est inutile ou même non prévu dans le cadre des services d'urgence. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de payer le médecin, en d'autres termes. Il me semble c'est même que, pas une affaire économique. Non. C'est ça que vous êtes en C'est train pour de ça nous dire. qu'il y a aussi cette dissymétrie dans les devoirs et dans les droits, dans la mesure où le patient a des droits, mais quels sont ses devoirs? On considère nécessaire que les patients choisissent avec les médecins son propre parcours thérapeutique, on va dire les actes médicaux. Ça signifie que, d'un sens, il se charge des responsabilités par rapport à sa propre santé. Donc, pour moi, dire que les médecins, que les patients doivent choisir, doivent donner, par exemple, son consentement, ça signifie qu'il se charge aussi de son parcours médical. Et ça, je trouve que c'est très important parce que c'est pour la première fois que c'est déclaré une chose pareille. Donc, il n'y a pas vraiment un devoir en soi, une obligation, comme on peut considérer l'obligation des secrets médicaux, etc., qui sont à la charge du médecin, mais il y a une assumption de responsabilité, une comparticipation au processus. Est-ce que ce n'est pas un devoir moral, alors, plus qu'un devoir au sens juridique du terme? Moral et juridique, parce que dans les moments où je donne mon consentement, c'est aussi juridique, parce que je permets aux médecins de porter atteinte à mon intégrité psychophysique. Donc, c'est une co-responsabilité par rapport à l'acte médical à laquelle je me soumets. Ce que je trouve effectivement très cruel, cette conception finalement de la santé, qui transformerait, si vous voulez, un patient en un acteur, je dirais, acteur et spectateur de son propre malheur. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est incontestable, on en parlera sans doute ultérieurement à propos du consentement, mais à la fois, incontestablement, il y a une avancée du droit social de la santé avec la loi Kouchner, ou déjà l'arrêt Edrel qui fait obligation au médecin d'apporter la preuve comme quoi il a bien informé son patient des risques de soins. Bon, c'est une évidence, donc je donne volontiers acte
si vous voulez, à la juriste que vous êtes, de cette avancée en droit social de la santé. Mais psychologiquement, je trouve que c'est très cruel, parce qu'on ne va pas, je crois, voir son médecin comme on va voir un garagiste ou un plombier. J'ai plus grande estime pour les garagistes et les plombiers, la question n'est pas là, mais je veux dire, le corps, le rapport que nous avons à notre corps, le rapport que nous avons à notre souffrance est quand même très particulier. Et tout à l'heure, par rapport à la question que posait Olivier, justement, dans l'adresse au médecin, il y a aussi cette demande d'amour, prends soin de moi, occupe-toi de moi, soucie-toi de moi. Donc, on n'est pas vraiment, quelle que soit la dérive totalitaire, je dirais, et la marchandisation de la santé de nos sociétés, on n'est pas vraiment dans un contrat de service. Enfin, on l'est peut-être juridiquement, on l'est même certainement juridiquement, mais on ne l'est pas psychologiquement. C'est là où je rejoins ce qu'a dit Jean-Bernard Rollet, c'est-à-dire que les dés sont pipés, le jeu est faussé. Je veux dire, quand vous êtes en souffrance, quand vous êtes dans la peine, quand vous avez mal, quand vous êtes angoissé, quand vous êtes en détresse, les maladies de l'homme ne sont pas seulement des limitations de son pouvoir physique, ne sont pas seulement, si vous voulez, des limitations de ses possibilités corporelles, ce sont aussi des drames de son histoire, ce sont des drames de son existence, et il va les déposer chez quelqu'un. Il va solliciter ce quelqu'un, et ce quelqu'un, je trouve que ce serait très cruel qu'il lui réponde, je dirais, par un acte purement de prestation de service, un acte technique, un acte qui serait conforme en quelque sorte. Est-ce que c'est pour ça que, justement, la loi ne parle pas de cette rétribution financière que le patient doit à son médecin? C'est pour ça qu'on n'en parle pas, on passe ça sous silence, parce que finalement, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la relation. Non, c'est une partie des contrats. C'est-à-dire, s'il y a des obligations et des responsabilités pour chacun, moi, je m'oblige à obtenir, à payer contre une prestation que je reçois. C'est la règle du contrat. Un contrat, c'est... Finalement, on est dans une dimension qui est la dimension de la personne, c'est ce que vous venez de dire finalement, Roland. Et le contrat, c'est une sorte de façon de mettre les choses en mots au minimum. La société doit réglementer pour essayer d'encadrer certaines espèces pour garantir en fait les parties. Et d'une part les patients et les médecins. Donc les sociétés, à un certain moment donné, ils décident au fur et à mesure de réglementer, de cadrer, pour assurer en fait la garantie des droits fondamentaux des deux parties. Mais moi, je voudrais dire à propos de la relation médecin-patient qu'il me semble importante de souligner une chose, que le fait que les patients ils se trouvent dans une situation d'infériorité, entre guillemets, par rapport aux médecins, est reprise par la loi, par le fait qu'il a établi la nécessité d'une personne de confiance. C'est-à-dire que les patients, lors de l'hospitalisation, peut nommer une personne de confiance qui va assister les patients pendant son parcours d'une part, et d'autre part, il va être consulté dans les cas où le patient est hors d'état d'exprimer sa propre volonté. Donc, en fait, la loi, il prévoit cette situation d'infériorité, de détresse, de faiblesse du patient. Et donc, il a créé cette figure un petit peu qui accompagne les patients. J'ai l'impression, pardonnez-moi de revenir là-dessus, que quelque part, la loi, finalement, n'écoute pas le patient. Que vous parlez d'amour, vous dites que le patient, c'est quelqu'un qui a une vraie demande, une demande humaine, en quelque sorte. Et puis la loi, elle parle d'une relation contractuelle, elle parle d'argent, elle parle éventuellement de devoir, c'est-à-dire avec le sous-entendu, on peut se retourner contre. Hein, il y a une expression Pierre Lecause, qui est très caractéristique, c'est celle d'usager de la santé, qui est utilisée surabondamment dans la loi du 4 mars 2002, alors que le terme patient n'est quasiment pas du tout utilisé. Donc, l'usager de la santé, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est encore acteur de sa vie, et on nie finalement que bien souvent il est dans ces situations de détresse. Prenons un exemple simple. Je suis une personne patiente et malade parce que je souffre d'une très très violente douleur dans ma jambe et dans ma hanche lorsque je marche. Je vais consulter un médecin, je ne sais pas ce que j'ai, et je vais lui demander ce que j'ai de patient. Je vais progressivement, à l'aide de son avis, peut-être d'examens particuliers qu'il va me faire, accéder à un statut de malade, et j'aurai
avec lui une relation particulière de patients malades et de médecins malades. Je reste là dans un domaine qui est celui de qu'est-ce que j'ai, et je suis, pour finir, heureux, je l'espère, que vous, médecins, puissiez me dire ce que j'ai. Nous passons à une autre étape. Le diagnostic, ça s'appelle coxarthrose. Vous avez une coxarthrose, effectivement, pendant un certain temps, la relation sera duelle et autour de l'utilisation de médicaments dentalgiques, je vais effectivement utiliser un certain nombre. Un beau jour, je vais l'expliquer à cette patiente qui a mal, je vais lui dire, écoutez, la seule façon de retrouver une marche normale, et c'est très fréquent de cette situation-là, il va vous falloir mettre une prothèse totale de hanche. Bien. Et nous voilà là, au niveau de la contractualisation, et je crois au niveau de ce qu'on a par usager de la santé dans cette loi, c'est j'ai besoin de me faire changer la hanche. Je suis un usager du soin, un consommateur du soin. Je vais aller me faire faire une prothèse et je vais voir qui va m'opérer. Et là, je vais rencontrer un médecin, je vais lui dire, écoutez, faites-moi un devis là. Vous me faites le devis dans lequel vous me comptez la prothèse totale de hanche, l'anesthésie, l'amour que vous y mettez, le personnel infirmier, aide-soignant qui va m'entourer là-dedans, et puis je vais faire un pack, et puis l'éventualité, le risque nosocomial, et je vais faire ça. Vous savez qu'à l'heure actuelle, usager du soin, on peut même délocaliser. On prend sa hanche et on va se la faire changer. Pas en Angleterre, c'est les Anglais qui viennent en France se faire changer les hanches. Mais le Français, il peut aller en Thaïlande. Il y a à l'heure actuelle des hôpitaux qui vous font la prothèse de hanche pour moins cher. Voilà ce qu'est l'usager du soin et ce contrat dans lequel on est. Alors, j'ai dressé plusieurs étapes et je dirais qu'on est passé du patient, au malade, à l'usager du soin. Il y a un moment où on devient usager du soin et on se retrouve dans cette contractualisation très technique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, malgré tout, en cas de pronostic vital, par exemple, où si on risque de perdre la vie à la sortie? Là, vous parlez d'un changement mécanique. C'est comme si on se faisait mettre une prothèse, une dent en or, si je puis dire. Donc, c'est un peu un truc finalement assez mécanique, assez simple. Mais si on en meurt à la sortie, ou si on risque d'en mourir et qu'on le sait, est-ce que là, toute la relation humaine ne reprend pas d'un seul coup le pas? Est-ce que quelque part, on ne retombe pas dans une vraie relation patient-médecin? Si vous voulez, peut-être aussi faudrait-il différencier les consultations médicales et les actes médicaux. C'est-à-dire qu'il y a sans doute des gestes plus techniques que d'autres. Il y a un cadre aussi de consultation qui peut déterminer le type de relation. Vous disiez, bon, changer, mettre une prothèse dentaire, ça n'implique pas, je dirais, peut-être le même soin psychologique que, par exemple, une consultation de médecin généraliste ou une consultation de pédiatre qui va soigner à la fois et la souffrance de l'enfant et l'angoisse des parents ou l'hypocondrie de la mère, pour faire simple. Donc, je crois qu'il faut peut-être effectivement entrer plus précisément dans le détail des différents types de consultations. Enfin, je voudrais quand même juste dire quelque chose concernant justement ces lois qui insistent sur la participation finalement des patients à les transformer en acteurs de leur propre santé, puisque c'est le terme même effectivement de la loi de mars 2002. Alors, il y a un point qui est positif, c'est que finalement, on est passé d'une médecine très pastorale, sacerdotale, presque chamanique, finalement, du grand patron et du médecin qui avait toute possibilité de garder pour lui toutes les informations sur la santé de quelqu'un d'autre, sur l'état de quelqu'un d'autre, à un autre type de médecine qu'on pourrait espérer, en tout cas plus fraternelle, plus solidaire, pourrait-on dire, qui fait partager un certain nombre d'informations et qui associe le patient à ce qui lui arrive. Donc ça, c'est un point positif. Et il faut bien voir effectivement que toutes les questions d'éthique, elles se déduisent aussi de ce qui s'est produit, on peut le dire quand même, durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire au moment de la Shoah, où au nom de la science, au nom de la médecine, on a pu commettre un certain nombre d'atrocités. Je dirais que ça montre que la science à elle seule ne peut pas garantir sa morale, qu'il faut donc qu'il y ait du social, qu'il y ait du juridique qui viennent
justement contraindre et déterminer des limites. Et toutes les déclarations de Nuremberg, d'Helsinki, la loi Hurier sur le consentement, etc., toutes les déclarations insistent justement sur le droit de la personne, ce qui signifie la chose suivante. Ce qui signifie qu'on peut tomber malade sans tomber de sa position de citoyen. On tombe malade, mais on n'est pas déchu de sa position de citoyen. Donc, si vous voulez, ce cadre-là, il est extrêmement important. Je comprends tout à fait, n'est-ce pas, l'intervention de notre collègue juriste sur les aspects positifs de ce champ social et de ce champ politique. Simplement, ce sur quoi je me suis permis, donc, si vous voulez intervenir, c'est sur l'aspect psychologique. C'est-à-dire que, de la même manière que le geste technique médical ne produit pas automatiquement une relation thérapeutique, de la même manière, on peut dire que le cadre juridique ne va pas produire automatiquement également un type de relation entre le médecin et le malade. Il y a autre chose, et cette autre chose, me semble-t-il, c'est ce qui fait passer, c'est la composante humaine, c'est ce qui fait passer, si vous voulez, au psychologique. Bien et sûr. Ça, on ne peut pas le réduire. Si on reprend un peu cette idée de relation avec certaines étapes, avec des aspects spécifiques, par exemple traiter, soigner, prendre soin, qui pourraient être des éclairages, des étapes, des aspects, je ne sais pas comment on pourrait les qualifier, de la relation médecin-malade. Comment est-ce que tout ça, ça s'articule en soi? Pierre Lecause, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Traiter, soigner, prendre soin. Est-ce que c'est une progression dans la relation patient-médecin, pardon? Oui, vous faites bien de poser cette question parce que dans le langage courant, on a tendance parfois à assimiler, soigner et traiter. Et on dit parfois de telles maladies qu'elles ne se soignent pas. Hein, peut-être devrions-nous plus exactement dire que cette maladie n'est pas curable. Soigner étymologiquement, c'est procurer, hein, c'est-à-dire quelque chose c'est-à-dire qui se surajoute à l'action. Je viens à la télévision, je prends soin, on dira, de ma tenue vestimentaire. Je ne vais pas venir comme si j'allais aller au marché chercher des fruits et légumes. Donc il y a dans le soin un aspect sensible, esthétique, qui se surajoute à l'action, mais qui n'est pas nécessaire à l'action. On peut être bien traité par un médecin tout à fait insensible et froid. Hein. Et je crois qu'il y a dans la dimension du soin cet élément de douceur, d'affection, de sensibilité dans la manière de parler aux malades, dans la manière de respecter sa pudeur, qui fait que même quand un malade ne peut plus guérir, il est toujours possible de le soigner. Alors, il y a des soins qui sont palliatifs, mais il y a également une manière de soigner la manière dont on parle à quelqu'un. Pour vous, Jean-Robert Harlet, traiter, soigner, prendre soin? Je décline peut-être de façon un peu simpliste dans ce que je raconte aux étudiants ou dans mon activité comme 3 niveaux auxquels je vais aborder une personne qui est venue me rendre visite, ce patient qui est malade. Je vais traiter ses symptômes. Et je vais prendre un exemple, il a mal et je vais traiter sa douleur. Mais je n'ai pas encore dit pourquoi il avait mal et je vais chercher, bien entendu, une fois que j'ai traité sa douleur, je vais essayer de savoir quel est son diagnostic, quelle est sa maladie. Et dès lors que je l'aurai trouvé, quelle est la nature de sa maladie, je vais soigner cette maladie ou ne pas la soigner. Et je rejoins Pierre Lecause lorsqu'il dit que ce seront des soins curatifs qui vont guérir et faire disparaître, ou des soins palliatifs, ou des soins d'accompagnement. Et puis, en même temps, je vais, je l'espère, prendre soin de cette personne. C'est-à-dire tenir compte de beaucoup d'autres éléments qui viennent inférer dans sa maladie, que sont son travail. Et par exemple, prendre soin de cette personne, c'est me rendre compte qu'elle a besoin, tout bêtement, hein, d'avoir une déclaration d'arrêt de travail auprès de son employeur. Ça, c'est un élément qui participe de la prise de soin d'une personne
qui est une personne vivant dans une famille, une société. Alors cette relation entre patient et médecin, elle n'est pas simplement entre deux personnes, mais bien souvent plutôt entre trois personnes, puisqu'il y a la famille, les proches, qui viennent participer en quelque sorte à cette trilogie. Donc quelle est leur place réelle, Pierre Lecause, dans cette relation aux proches et à la famille? La famille, elle est l'aidant naturel. Il est cette tierce présence qui va permettre d'optimiser les chances de guérison du malade. S'il est vrai que pour pathologie égale, équivalente, un malade bien accompagné et un malade esseulé, on peut penser que celui qui est bien entouré par un environnement familial fraternel a plus de chances peut-être de guérir que l'autre. Ça, c'est la dimension psychologique qui est tellement importante dans la prise en charge des maladies graves. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur la famille, parce que parfois aussi, du point de vue du médecin, la famille peut être une sorte de parasite, hein, et être un peu envahissante. Et donc là, je lance le débat pour savoir si vraiment la famille est toujours tout à fait un aidant naturel, ou si elle ne veut pas parfois aussi confisquer des informations et donc aussi monopoliser la prise de décision. Je pense qu'on aura effectivement l'occasion dans notre débat sur le secret, la confidentialité, à aborder cette question, mais néanmoins un petit avant-goût, Anna Grazia Altabilla. Moi, je dis que la famille est vue, au mieux aidée et encadrée dans la loi, comme un aide pour les médecins dans les cas où les patients est hors d'état d'exprimer sa volonté. Parce que soit pour l'information, soit pour le consentement, c'est tout à fait les patients qui doivent fournir son consentement et doivent recevoir l'information. Et il faut dire aussi que le fait que soit la personne même malade qui doit avoir un rôle important dans la relation des soins et direct dans la relation des soins est démontré par le fait que pour la première fois, on tient compte du fait que même dans les cas, les patients, c'est un mineur par exemple, on doit tenir compte de la volonté du mineur par rapport, bien évidemment, au degré de maturité du mineur ou du majeur sous tutelle. Donc ça signifie vraiment que la relation directe, c'est entre les patients ou l'équipe, entre les patients et l'équipe médicale, donc les médecins ou l'équipe médicale. Je pense que c'est ça. Et la personne de confiance et les proches, ils sont en soutien du patient. Le patient et le médecin sont face à face finalement, et puis le patient peut refuser l'aide des tiers de sa famille, notamment ou de ses proches. Et dans certains cas, peu nombreux, la famille et les proches ont un vrai rôle juridique à jouer. Vraiment dans les cas où le patient ne peut pas exprimer sa volonté. Dans les cas où il est en coma, il ne peut pas pour des questions de détresse. Mais vraiment, on va dire, la règle, c'est que les patients est acteur de son propre corps et de son propre parcours médical. Et les proches et la famille, ils sont vraiment là pour accompagner les patients. Roland, le mot de la fin. Donc, cette espèce de trilogie, est-ce qu'elle participe vraiment d'un point de vue psychologique aux soins? C'est très important dans la mesure où on peut dire que la famille, elle est justement biface. Elle est à la fois malade, par solidarité, indirectement, elle est affectée, hein, elle est dans le pathos aussi, dans la souffrance, n'est-ce pas? Et ce d'autant plus que, par exemple, il s'agit d'enfants ou de personnes âgées. Il y a aussi une différence à établir selon. Mais non seulement elle est patiente, elle est malade d'une certaine façon, mais elle est aussi soignante. Et juste un mot pour le mot de la fin, justement, vous savez que la soignante au XIIe siècle, en vieux français, c'est la concubine. C'est-à-dire que la famille, elle est la première soignante. Et qu'il y a quelque chose dans le soin qui est du registre maternel. Et effectivement, qui se différencie à ce moment-là du traitement. Et la philosophie antique avait deux mots pour distinguer justement le soin et le traitement. C'est bien sûr le thérapeutique, c'est-à-dire ce qui est du côté du soin et qui excède le geste technique, hein, qui s'occupe aussi du psychique, du spirituel, de l'affectif. Et puis il y avait le médical qui se trouvait l'acte réduit aux soins corporels. Merci à tous d'avoir participé à ce débat sur la relation de soins. On se retrouve demain avec un débat sur l'information, comment la dispenser, comment l'utiliser, avec qui la partager. À demain.